Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée au soulèvement du printemps 1871 à l'occasion du 150e anniversaire de cette révolte appelée communément la révolte d'El Mokrani et de Cheikh El Haddad. Il s'agit de revenir sur l'histoire de cette révolte avant d'évoquer la brutalité de la répression menée par l'administration coloniale contre les meneurs de ce soulèvement anticolonialiste. Nous avons choisi comme décor à cette émission les ruines du domaine d'El Mokrani. Nous sommes exactement dans ce qui était le café de Boumzalak, le frère de Mohamed El Mokrani, ici à la Qal'a Bni Abbas, la Qal'a Naf Abbas. Pour donc revenir sur ce moment historique important, j'ai le plaisir de recevoir un jeune historien, un fin connaisseur du 19e siècle et auteur d'un remarquable ouvrage sur la révolte de 1871. J'ai nommé M. Idir Hachi. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir également le petit-fils de Boumzalak El Mokrani. J'ai nommé Mohamed Boumzalak. Monsieur Mohamed Boumzalak, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Nous sommes donc, j'ai dit que nous sommes dans ce domaine qui appartenait évidemment à votre grand-père. Nous sommes au cœur de la Qal'a Bni Abbas, n'est-ce pas? Nous sommes au cœur du fief de la famille Mokrani, un lieu de retraite guerrière, une citadelle imprenable, d'une beauté extraordinaire. Je reviens tout le temps ici avec énormément d'émotion. Il y a beaucoup de choses qui remontent à travers les souffrances que la famille Mokrani et tous les Algériens ont vécues à cette époque-là. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes fiers de faire partie de l'histoire de cette Algérie médiévale jusqu'à 1871, de Rio Salado et d'Oran, du Pénion d'Alger et toutes les guerres qu'il y a eu sur Bougie pour la défense de leur territoire. À travers tout cela, il y a eu une véritable expérience sur lesquelles des canons ont été récupérés sur les Espagnols et qui ont été placés pour la défense de la citadelle. Alors, on parle de 3 canons, et en fait, il y en avait 4. Le 4e, je ne sais pas comment il a été récupéré, et je pense que M. Hachi pourra nous donner plus de... Alors, il semblerait que le 4e ait été récupéré un peu plus tard. Les 3 premiers, qui sont effectivement espagnols, ont été récupérés en 1550, précisément lors de la reprise de Tlemcen. Et le 4e aurait été manifestement repris lors de la bataille de Djidjel en 1664. Voilà. On peut ajouter que effectivement cette citadelle imprenable était donc renforcée par ces 4 canons qui étaient placés de façon stratégique pour défendre chacun des quartiers, je crois, de la Qal'a des Abbas. Il y avait également un mur d'enceinte, une fortification qui a été édifiée non pas de ce côté-ci, parce qu'on voit bien ici le nid d'aigle, oui, hein, qui est ici. Les Mokrani, principalement leurs deux ancêtres peut-être les plus notoires, les plus prestigieux, Abdelaziz et Amokran. Hein, Amokran qui est l'ancêtre éponyme puisqu'il donne son nom au lignage des Mokrani. Hein, d'accord. Abdelaziz
a également, lors de sa participation à cette bataille pour la reprise de Tlemcen sur les Espagnols, a manifestement fait un service militaire. Comme l'a dit M. Boumzarag également, la Qal'a avait plusieurs attributs d'autorité, de pouvoir. On peut même parler d'une sorte de cité-État. Il y avait une poudrière, on y fabriquait des fusils et des pistolets. Également, il faut signaler ces éléments-là. C'était une cité très, très dynamique qui avait tous les attributs du raffinement, qui recherchait l'effet de citadinité. Les maisons étaient belles. On a plusieurs témoignages de Louis Rine et de Charles Farine, par exemple, d'auteurs français du 19e siècle, qui soulignent la qualité du bâti, qui disent que à la Qal'a on fabriquait de très beaux bijoux également, que c'était une tribu qui était versée dans le commerce et dans le négoce, que l'activité textile était très dense, très importante. On fabriquait notamment des burnous brodés au fil d'or qui se vendaient jusqu'en Tunisie et au Maroc. Monsieur Mohamed Boumzarag, le 14 mars 1871, nous sommes à 41 ans après le début de la colonisation. Mohamed El Mokrani va prendre une décision importante ici même, dans cet espace de consultation, de contact également. Il va faire une déclaration de guerre au système colonial. La région venait de sortir d'une famine terrible. Plus de 2 millions de morts suite à cette famine. Et on assistait à la déchéance des biens des Mokrani qui, tous les jours pratiquement, étaient spoliés. Les Mokrani, pour sortir de cette famine, ont hypothéqué pratiquement tous leurs biens. Ils ont été trompés par l'administration coloniale qui leur a dit « Allez-y, il n'y a aucun problème. De toutes les façons, on sera là et les banques seront là pour vous soutenir. » Et au moment où ils ont eu besoin de ce soutien, l'administration coloniale civile s'est retirée, a retiré pratiquement, et les Mokrani se sont retrouvés pratiquement en état de spoliation très avancé, donc il fallait passer de la richesse, de l'opulence, des droits auxquels ils soumettaient les autres, à être soumis eux-mêmes et pour devenir moins que rien du tout. Et c'est dans ces conditions-là que la décision a été prise ici. Ce sont des décisions très importantes et pratiquement toutes les décisions qui ont été prises depuis des siècles se sont prises à la Qal'a d'Ibn Abbas. Et c'est à partir de là qu'il y a eu cette déclaration de guerre. Alors, 2 jours après cette déclaration de guerre, M. Idi Hachi, il va y avoir le soulèvement spectaculaire de Borj Bouarerij. Mais je pense que ce soulèvement de Borj Bouarerij intervient après un autre soulèvement qui remonte au mois de janvier 1871 à l'est algérien, n'est-ce pas? Oui, tout d'abord, vous avez tout à fait raison de parler de déclaration de guerre. Dans la littérature coloniale, qui sert très souvent de base aux historiens, qu'ils appartiennent à l'historiographie algérienne ou française, on parle très souvent de lettre de démission du 14 mars 1871. Or, il s'agit véritablement d'une déclaration
de guerre en bonne et due forme que Mohammed Ben Hadj Ahmed al-Mokrani a adressé le 14 mars 1871 au général Augereau, qui était alors commandant supérieur des forces de terre à Constantine. Suite à cette déclaration de guerre, Mohammed Ben Hadj Ahmed al-Mokrani s'est lancé 2 jours plus tard, le 16 mars 1871, à l'assaut du centre de colonisation de Bourj Bouararij, à la tête de 15 000 hommes. Et effectivement, on a peine à croire que Mohammed Ben Hadj Ahmed al-Mokrani ait pu réunir 15 000 hommes dans l'espace de 2 jours, si cette insurrection, comme l'a très bien dit M. Boumzrag, n'avait pas été pensée, préméditée, planifiée, manifestement ici même, en ce lieu où nous nous trouvons. Voilà. Je voulais rappeler également, pour insister sur l'importance de ce lignage des Mokrani. J'aimerais bien revenir parce qu'il y avait une origine ignorée par les historiens. Ce soulèvement du mois de janvier 1871 à Tébessa. D'accord, je reviendrai peut-être sur ce que je voulais dire après. Mais oui, bon, l'insurrection, ce soulèvement, cette levée en armes de 1871 a 3 temps forts. 3 temps forts à partir desquels ce soulèvement a toujours réalisé un saut qualitatif. D'accord ? Ce premier temps fort, c'est ce qu'on appelle les mutineries de Spahi, la révolte des Spahis de Moujbar, vers Bourar, du côté du Titri, vers Médéa, et ceux de Ain Gtar, du côté de Soukharas. Et ces Spahis, pourquoi se sont-ils révoltés ? Ils se sont révoltés le 23 janvier 1871 contre l'ordre qui voulait qu'on les envoie en France métropolitaine combattre les armées prussiennes. Et à plusieurs centaines de kilomètres de distance, c'est environ à 700-800 kilomètres de distance, Moujbar de Ain Gtar, nous avons des scènes de révolte qui se déroulent dans des conditions d'une similitude, d'une analogie incroyable. C'est-à-dire que dans les universités, on devrait se saisir de ce cas pour illustrer le proverbe ou l'expression qui dit « les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Cet ordre-là de les expédier en France métropolitaine, donc vous avez les Spahis de Moujbar et de Ain Gtar qui se mettent en marche. Là-dessus, vous avez les femmes et les enfants des Spahis de Moujbar et de Ain Gtar qui suivent ces Spahis-là dans des cris de déchirement, de lamentation, dans des cris et des larmes. Et vous avez donc ces Spahis qui tirent sur des brigadiers français qui abattent les premières victimes françaises, les premiers tués de cette insurrection de 1871 dans des conditions d'une grande analogie, d'une grande similitude. Le deuxième temps fort, évidemment, ce premier temps fort, donc après cette révolte des Spahis, vous avez Mahyiddin, le fils de l'émir Abdelkader, qui vient de Damas, du Bilad Sham, pour participer à ce soulèvement. Vous avez aussi des notabilités disgraciées qu'on avait exilées en Tunisie, qui rentrent également donc, via la frontière tunisienne. Nasser Ben Chouhra, ancien caïd de l'Arwat qui appartenait à la tribu des Larba entre l'Arwat et Rilizan, qui rentre également. Vous avez Keblout ibn Tahar ben Rizgi, ancien caïd des Hannensha, donc du côté de Soukharas toujours,
qui rentrent pour prendre la tête de contingents, de forces insurgées. Donc c'est vraiment un temps fort qui permet à cette insurrection de sortir des prémices qui ont consisté en un commerce de poudre. On avait remarqué un commerce de poudre qui s'était intensifié vers les frontières. Il y avait des razzias et des contre-razzias, des refus de payer l'impôt. Cette révolte des Spahis, de Moujbar et de Ain Gtar, permet un premier saut qualitatif qui offre la possibilité à un premier leadership de cette insurrection de s'affirmer. Et là-dessus, vous avez le deuxième temps fort qui est la déclaration de guerre de Mohamed Ben Al-Hajj Ahmed Al-Mokrani, envoyé le 14 mars, 2 jours après l'attaque du centre de colonisation de Burj Bouararij. Et évidemment, le troisième temps fort, c'est l'appel au djihad lancé par le Cheikh Haddad le 8 avril 1871. Cela prouve le ras-le-bol qu'il y avait pratiquement dans toutes les régions et la façon dont la colonisation française s'était déclarée d'une façon terrible. L'apport, j'aimerais bien revenir à cet appel du 8 avril 1871, l'appel au djihad de Cheikh Al-Haddad, le chef spirituel de la Zawiya Rahmania. Et puis c'était un appel très très symbolique en disant voilà, il est temps de jeter les Français dans la mer comme je jette cette canne entre mes mains, et il avait jeté sa canne par terre. Au milieu du souk. C'est une dimension spirituelle extraordinaire. Cheikh Haddad avait rejoint pratiquement l'insurrection au bout d'1 mois, peut-être, ou 1 mois et demi, je crois que M. Hachim va le confirmer. Le 8 avril 1871, donc pratiquement moins d'1 mois plus tard. D'1 mois plus tard. Et il y a la dimension spirituelle qui est extraordinaire. C'est l'appel au djihad. De toutes les façons, on a retrouvé cette façon d'aller vers la guerre contre les Français, le djihad, même dans l'insurrection, dans la révolution de 54-62, le djihad a été proclamé politiquement. Ce n'est pas, il n'avait pas de valeur spirituelle telle que ça avait été avancé par Cheikh Haddad, mais le djihad avait été pendant 54-62 al-mout fi sabilillah. Donc l'appel de Cheikh Al-Haddad va permettre à l'insurrection de gagner en intensité jusqu'à la mort, au décès de Mohamed El-Mokrani au mois de mai 1871. Oui, cet appel au djihad qui a été lancé donc le 8 avril au marché de Msisna, plus exactement. Oui. Marché de Msisna qui est un endroit qui ne se trouve pas très très loin de Sdouk. Oui. Alors, il semblerait, d'après les sources du 19e siècle, que cet appel au djihad ait été lancé à la demande de Mohamed Ben Al-Hajj Ahmed Al-Mokrani. C'est Al-Mokrani qui a sollicité le Cheikh Al-Haddad pour lui demander de lancer cet appel, qui a adjugé, qui a ajouté, qui a permis d'adjoindre aux forces mobilisées, réunies, ce qui est estimé à 120 000 hommes supplémentaires. Oui. 120 000 hommes supplémentaires, et que Louis Rine, dans l'insurrection de 1871 en Algérie, qualifie de Juan. Mais c'est Juan qui était, évidemment, on peut l'imaginer, des paysans démunis, qui, fragilisés par les famines, par la dépossession, par les avancées, l'essaimage de la colonisation, de peuplement au-delà des villes, et qui s'est affirmé effectivement tout au long de la décennie 1860 et qui explique
pour partie, sans doute importante, ces famines qui se sont produites de 1866 à 1869 et qui ont provoqué effectivement entre 500 000 et 1 million de morts. Ce qui est considérable. Ce qui est très considérable pour ce qui un est million de morts. Ce qui est inqualifiable tellement. C'est un tiers de la population algérienne de l'époque. Le recensement de 1872, qui est le premier recensement à peu près crédible, estime les populations autochtones de l'Algérie à 2 100 000 âmes. Donc voilà. 50%. Donc c'est dire. Voilà. Ouais. Et effectivement, Mohamed Ben Hadj Ahmed al-Mokrani a pris en charge sur ses deniers, il a hypothéqué ses biens pour venir en aide à la paysannerie algérienne, au-delà des Bni Abbas ou des Ath Abbas, pour fournir des semences. Il s'est endetté à hauteur d'1 million de francs. C'est André Nouchi qui dit qu'il s'est endetté à hauteur d'1 million de francs. Alors il n'était pas le seul à avoir prêté son aide, son secours à la paysannerie algérienne. Chacun l'a fait à hauteur de ses moyens. Le Cheikh Haddad, par exemple, a également ouvert sa zawiya. Son fils, Aziz Ben al-Haddad, dans Mémoire d'un accusé à ses juges et à ses défenseurs, affirme qu'à cette période-là, de 1866 à 1869, que le Cheikh Haddad nourrissait jusqu'à 2000 personnes par jour. Par jour. Pour venir en aide aux indigènes. Mais cette révolte va très vite devenir une révolte quasi nationale, parce qu'elle va toucher pratiquement toutes les régions d'Algérie. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre à la faveur de ces 3 temps forts que j'ai évoqués. Alors elle a concerné, si vous voulez, on va la prendre d'ouest en est, on va faire un balayage d'ouest en est, la région de Cherchel et d'Ebn Nasr, la Kabylie, du Durdura, des Babor, des Bibans, du Sébaou, de l'Isser, les régions de l'Ouanoura, vers Msila, le Hamza, et la jusqu'à la Rouate d'ailleurs. Jusqu'à la Rouate, à la région de Djidjel, jusqu'à Kolo, jusqu'à Al-Khol, les régions de Souqahras, le territoire Chaouia, les Aurès, le Belzma tout particulièrement, le Belzma, la région du Boutalb, le Sétifoua, les Rira, Ain Oulman, l'Alma, Ras el-Oued, le Hodna. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, Souqahras, j'espère n'oublier aucune. Une révolte qui a touché tout le territoire. Une révolte qui a embrassé environ 2 tiers de l'Algérie septentrionale. J'oubliais l'espace oasien aussi, Negrin, Ferkan, Tougourt et Ouargla également, concernés par cette insurrection. J'oubliais les régions de Tbessa et de Beskara. Voilà. Donc voilà une révolte nationale, mais la mort de Mohamed el-Mokrani au mois de mai 1871. 5 mai 1871. Oui. Ouais. Va bouleverser quand même les plans de l'insurrection, n'est-ce pas? En fait, l'État colonisateur s'était ressaisi. Sidi Boumezrag avait pris le relais, tant bien que mal, mais il y avait... Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances un petit peu de la mort de Hadj el-Mokrani à Ain Bsal, actuellement? On dit qu'il a été tué alors qu'il faisait sa prière. Ça reste à vérifier. À vérifier. D'autres disent qu'il a eu une balle entre les... Ouais. Oui, Louis Rine relate cette fin de Mohamed Ben Hadj Ahmed el-Mokrani, tombé au champ d'honneur le 5 mai 1871 sur les rives de l'Oued Souflat, vers Ain Bsam. Et il a été effectivement tué d'une balle entre les deux yeux, qu'il a reçu d'un soldat
français de la colonne Cérès, Voilà. de la colonne du général Cérès en opération, Ouais. lors des opérations de répression de l'insurrection. Donc c'est votre grand-père qui a pris le relais tout de suite après. Oui, c'est Sidi Boumzra qui a pris Oui. le relais parce qu'il était en pleine guerre, lui, il ne s'était jamais arrêté. Il avait commencé l'insurrection et puis il avait terminé jusqu'au moment où il avait pratiquement éloigné toute une partie de la famille qu'il avait accompagnée vers les frontières tunisiennes et qui sont toujours en Tunisie. Et en revenant, il s'est perdu, il a été retrouvé inanimé, pas loin de Togot. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était Boumzrag lui-même qui était. Donc il était ici, il a été fait prisonnier toute la suite, à la suite desquels l'annonce a été. C'était pour eux la fin de l'insurrection, de la révolte des Mokhorani, puisque Boumzrag, qui était pratiquement l'un des principaux protagonistes, a été emprisonné. Justement, on ignore beaucoup de choses par rapport à la fin de cette insurrection, monsieur Hachi. Alors symboliquement, cette épopée des irréductibles s'arrête je crois, le 20 janvier 1872, avec l'arrestation de Boumzrag el-Mokrani, qui a été retrouvé évanoui, inanimé aux abords d'un puits. Il était tombé aux abords de ce puits d'épuisement. Et voilà. Symboliquement, cette date du 20 janvier 1872 marque la fin de ce soulèvement massif de 1871. On ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé après, mais voilà, symboliquement, il ne se passe plus grand-chose après cette date-là. Même si des gens, des leaders d'envergure comme Bouchoucha et comme Nasser Ben Chouhara poursuivent les opérations insurrectionnelles, je crois jusqu'en 1874 ou 1875. Bouchoucha finit par se faire arrêter, il est jugé rapidement et il est condamné à la peine de mort. Il finit exécuté au peloton d'exécution. Nasser Ben Chouhara, je crois qu'il réussit à à quitter le territoire de l'Algérie pour rejoindre la Tunisie, et puis je crois qu'il va rejoindre l'émir à Damas, en Syrie, où il meurt, si ma mémoire ne me joue pas de tour, en 1883. Alors, Damas. qu'est-ce qui va se passer après? C'est cette brutalité que l'armée coloniale va exercer sur l'ensemble des Algériens qui ont pris part à cette insurrection. Oui, de l'aveu même de Louis Rine, dont on a parlé tout à l'heure, qui était à la fois un témoin et un acteur de la répression de l'insurrection de 1871. Puisqu'il était chef de bureau arabe à Djidjel, je crois. Oui. Il dit que la répression de cette levée en armes de 71 a été des plus terribles. Alors personnellement, moi j'ai évalué les fautes de sources, donc au moyen d'une méthode spéculative que j'ai essayé d'argumenter de la meilleure façon possible, mais sur laquelle il serait trop long d'apporter des détails, de la détailler. Ça nous prendrait trop de temps de détailler cette méthode, mais je l'explique dans le livre. Je l'ai évalué à 100 000 morts. Un minimum autour entre 50 000 et... Au moins d'une année. Entre 50 000 et 100 000 tués. On sait aussi qu'on a brûlé, on a incendié des villages, on a brûlé, incendié, coupé des arbres, des récoltes, des silos à grains, à blé. On a... voilà. Fait, Puis il y avait Ils ont accentué la misère du peuple qui était déjà, qui existait depuis 1866 et qu'ils ont continué à aggraver. Puis on a mis en place un procédé terrible, celui de la spoliation. Avant la spoliation, il y avait la punition collective.
Oui, je me souviens des massacres du côté de l'Akhdaria aujourd'hui. Il y avait toute une tribu qui a été complètement décimée par l'armée française, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment terrible parce que la France a toujours utilisé les mêmes méthodes jusqu'à 1954, jusqu'à 1962. C'est les mêmes méthodes de répression, et quand vous prenez les méthodes de répression, ils partent depuis les premières enfumades, la mort des Algériens, jusqu'au napalm et toute la suite. Le cycle répressif est resté le même de 1830 jusqu'à 1962. Rien n'a changé en acte répressif c'est-à-dire génocidaire, parce qu'on peut considérer qu'il y a eu un véritable génocide sur le peuple algérien. Et puis, c'est surtout, et c'est ça qui est très important, l'Algérien n'était pas une personne, n'était même pas considéré comme une personne. Or, tous les actes de l'insurrection et toute la suite étaient des actes citoyens. Citoyens dans toute leur dimension extraordinaire, c'est-à-dire dans toute leur algérianité. C'est-à-dire, nous avons été toujours algériens dans nos tripes. Aujourd'hui, on est en train de dire que l'Algérie n'est pas née de la France. L'Algérie est un combat séculaire qui existe depuis Jugurtha jusqu'à la naissance de l'Algérie. Quel que soit le nom qu'on va donner à ce pays-là, l'indépendance aboutit à l'Algérie. Pour revenir à 1871, ça a été peut-être... c'est un peu toutes les méthodes qui ont été apportées par la France, très répressives, et qui sont allées crescendo, sans jamais s'arrêter jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et c'est ça la chose la plus terrible, c'est qu'on a subi la colonisation française, mais alors d'une manière horrible, du début jusqu'à la fin. Il a évoqué la spoliation, mais il y avait le fameux procès, ce qu'on appelle le procès des chefs de l'insurrection de 1871 à Constantine. Donc oui, avant de répondre à votre question, je voudrais rectifier un oubli que j'ai commis tout à l'heure lorsqu'il était question de l'étendue de ce soulèvement de 1871. J'ai oublié de mentionner le nord constantinois et notamment les régions de Mila et d'El-Milia. Vous voyez, le territoire de ce soulèvement a été tellement vaste, tellement important qu'il est difficile de citer, de rendre compte exhaustivement et du premier coup en une seule fois de toutes les régions et de tous les territoires qui ont été concernés par elle. Donc pour en revenir aux multiples volets de la répression de cette levée en armes de 1871, on en a plus ou moins fini avec la répression militaire, je crois. Cette insurrection a également fait l'objet d'amendes de guerre qui ont été imposées aux tribus, des amendes de guerre qui se montent à environ 36 millions de francs or. Le plus important, c'est évidemment les mesures de séquestre, toujours collectives, et qui se sont montées à pas moins de 2,5 millions d'hectares, ce qui est gigantesque, gigantesque. 2,5 millions d'hectares, évidemment, parmi lesquels les meilleures terres. Si bien que l'administration coloniale a décidé de remettre sur le marché, de revendre 2 millions d'hectares au cinquième de leur valeur, les moins bonnes terres bien sûr. Les 500 000, les terres les plus fertiles ont été gardées à hauteur de 500 000 hectares et les 2 autres millions ont été revendus aux autochtones au cinquième de leur valeur estimée, ce qui permettait de faire rentrer de l'argent en plus au trésor colonial. Ces mesures, monsieur Boumzarek, ces mesures vont provoquer le déracinement
de centaines de milliers d'Algériens à l'époque. Complètement, complètement. Il avait commencé déjà avec l'insurrection où toute une partie de la famille Mourani a été accompagnée par mon grand-père vers les frontières tunisiennes et qui les a fait. Mais c'est pas que ça, c'est que toute la région, jusqu'à aujourd'hui, de Guelma, de Soqara, c'est toute la suite, plein de gens originaires de chez nous, de notre région, sont encore dans ces régions-là. Et c'est-à-dire qu'en Algérie, nous sommes encore dévastés par toutes ces populations qui ont été délogées de chez elles. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qu'il y a de plus terrible dans une histoire, quand on revient sur une histoire pour remettre les choses en place, c'est très bien. Mais quand il y a une révolution, et qu'après la révolution, on continue pratiquement à rester sur ce déracinement jusqu'à maintenant, parce que les gens, une fois qu'ils n'ont plus de terre, nous, notre attachement le plus important, c'est la terre. C'est la terre, c'est la terre. Il n'y a rien de plus important pour chez nous que notre attachement à notre terre. Regardez, vous venez ici à la Qal'a d'Ibn Abbas, vous regardez derrière vous, vous regardez devant vous, c'est quoi? C'est des montagnes. Des montagnes, c'est nos terres. Et c'est ce que nous aimons par-dessus tout. C'est tout l'amour que nous avons quand nous arrivons, c'est tous nos yeux qui sont là braqués avec ce qu'il y a. Braqués sur pratiquement rien du tout et pourtant c'est tellement important. Et pourtant c'est tellement... C'est quoi ça? Hajar. Et pourtant, ça abrite une mémoire, mais alors, une mémoire séculaire, une mémoire à travers tous les temps, qui n'a jamais dépéri, qui est toujours là. Et notre attachement à notre terre algérienne, il reste jusqu'à maintenant une mémoire qui ne périra jamais. L'Algérien aimera tout le temps sa terre, aujourd'hui, demain. À travers tout ce qui s'est passé, même après l'indépendance, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est tramé contre l'Algérie, le peuple entier s'est levé comme un seul homme et il y est allé. Et c'est ça la chose qu'il faut se mettre dans la tête. C'est ça qu'il faut se dire. Notre attachement à notre terre, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est ce que nous avons en nous. Oui. Pour revenir au procès des chefs de l'insurrection de 1871, donc en dépit de toutes ces mesures brutales qui ont été prises par l'administration coloniale à l'époque, il va y avoir le procès des chefs de l'insurrection de 1871 qui va s'ouvrir en septembre 1872. En mars 1873. Oui. Ce procès est évidemment le plus emblématique, le plus connu de la répression judiciaire qui s'est abattue dans le sillage et au lendemain de la répression militaire de ce soulèvement de 1871. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des procès à Batna, des procès à Tougourt, à Blida, à Alger, etc. Bon, le plus connu, c'est ce procès-là. C'est le procès des chefs de l'insurrection de 1871. C'est ainsi qu'il est désigné, c'est ainsi qu'il est nommé par l'administration judiciaire, par l'administration coloniale, l'administration judiciaire coloniale. Ce procès a jugé 213 individus qualifiés donc de chefs de l'insurrection de 1871 de mars 1873 à septembre 1873. Le réquisitoire du procureur général de la cour d'appel d'Alger est paru le 21 septembre 1872. Okay. Voilà. Ce procès donc s'est ouvert dans la ville de Constantine, s'est tenu au tribunal de Constantine. Ce que l'on peut dire, c'est que ces prévenus, ces accusés,
ont été traités comme des criminels de droit commun. Hein, on leur a accolé. À l'époque, il y avait un journal, Montpellier. C'était surtout l'Indépendant, l'Écho de Constantine, ce qu'on appelle l'Indépendant, Écho de Constantine, qui avait traité qui a repris tous les chefs de l'insurrection, de malfrats, d'assassins, etc., pour un petit peu détourner l'aspect politique du soulèvement, n'est-ce pas? C'est ça, mais si vous voulez, la presse coloniale était tombée d'accord avec l'administration judiciaire qui avait déjà traité, qui s'était déjà comporté avec ses chefs, ses leaders du soulèvement de 1871, comme toute justice se comporterait avec des criminels de droit commun au regard des chefs d'inculpation retenus contre chacun d'entre eux. On avait retenu contre eux des accusations de pillage, d'incendie, d'assassinat, d'homicide, de brigandage. Bref, on s'était comporté avec eux comme on se comporterait avec une population de criminels de droit commun. De droit commun. Voilà, donc alors, les tout verdicts motif étaient terribles, politique, les verdicts. Oui, tout motif politique leur était dénié, encore que il y a quelques exceptions, comme par exemple encore et toujours avec Boumzarag el-Mokrani ou encore avec Ahmed Bey ibn Sheikh Msaoud, qui était originaire du Boutalb entre Stif et Batna, auquel on avait accolé l'accusation essentiellement politique d'excitation à la guerre civile. Mais évidemment, cette excitation... Il y avait même, je pense qu'il y avait la même accusation qui a été attribuée également à Cheikh Al-Haddad et ses fils. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais cette accusation était noyée dans une myriade de crimes de droit marqué par un phénomène, le bannissement et la déportation. Alors le procès se solde donc par une série de condamnations. Une trentaine de prévenus sont condamnés à des peines d'emprisonnement, de détention, de réclusion. Non, pas pour le procès des chefs pas pour le procès des chefs. Les père avait été condamné à mort puis commué en déportation. C'est ça, sa peine avait été commuée en déportation dans une enceinte fortifiée. Donc ce procès s'achève par la condamnation d'une trentaine d'accusés à des peines d'emprisonnement, de détention, de réclusion allant de 5 à 10 ans. Une quarantaine ont été condamnés à des peines de déportation, soit de déportation simple ou de déportation dans une enceinte fortifiée, à l'instar de Boumzarag el-Mokrani, d'Ahmed Bey ibn Sheikh Msaoud, des enfants du Sheikh Haddad, Mohamed Yassi Aziz Haddad, d'Ali Ouqassi, de Tamda, de Ben Moulay Shkfa, une grande figure maraboutique de la région de Jijel, et j'en oublie certainement quelques-uns. Voilà. On arrive donc à la dernière question. Je sais que vos recherches vous ont conduit à tirer une conclusion importante, c'est que l'idée de l'indépendance de l'Algérie a germé avec ce soulèvement important de 1871, n'est-ce pas? Oui, on le voit à travers l'étendue territoriale de ce soulèvement qui est impressionnante. On peut ajouter quelques des données chiffrées qui sont frappantes et marquantes. Ce soulèvement a concerné plus de 800 000 hommes, ce qui représente plus de 40%, près de la moitié de la population algérienne de l'époque. On sait également, comme mesure de répression et de rétorsion, que l'administration coloniale a prélevé 80 000 fusils, a confisqué 80 000 fusils après ce soulèvement-là. On voit bien également que ce soulèvement a de l'analogie avec la guerre, la lutte de libération nationale de 54-62. On retrouve ces caractères
ruraux, paysans, montagneux. On voit bien que c'est la résultante d'un phénomène de convergence entre les élites de chacune des deux époques et de larges franges de la population. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je finirai peut-être par ce pourvoi en cassation, qui est une pépite d'archives que j'ai exhumée du centre d'archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence, où 6 prévenus du procès des chefs de l'insurrection de 1871 se sont pourvus en cassation pour dire à leur juge ce qui suit: nous sommes des vaincus dont les faits ne constituent les faits qui nous sont reprochés ne constituent que des actes accomplis par des vaincus en vue de ressaisir leur autonomie. Alors le mot autonomie, utilisé au XIXe siècle, signifie doit être saisi au sens d'indépendance. C'est au XXe siècle, à partir du XXe siècle, que le mot d'indépendance se généralise. Au XIXe siècle, on avait plus tendance à utiliser cette notion d'autonomie. Voilà. Monsieur Boumzarag Mohamed, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le soulèvement de 1871 constitue un moment également d'affirmation et de réaffirmation de l'attachement de l'Algérien à sa terre? C'est la principale des remarques. Alors, à partir de là, c'est tout un esprit terrien qui s'est tout le temps profilé, en fait. Parce qu'on ne défend que sa terre. Les Algériens en 54-62 n'ont fait que défendre leur terre où ils sont nés, où ils sont morts, où ils sont battus, où ils ont vécu, c'est ça toute la profondeur d'un peuple qui est assis. Et puis vous pouvez prendre toutes les histoires du monde, elles reposent sur des terres. C'est pourquoi le peuple algérien a appris à comprendre la douleur des autres peuples. Des Palestiniens. Des Sahraouis en même temps. Ouais. Ça sera là, c'était là donc le mot de la fin de cette émission. Je tiens à remercier la wilaya de Béjaïa pour son aide et son assistance. Je remercie également le chef de daïra de Eril Ali, sans oublier l'association, le club Al-Muqrani de la Qal'a Bni Abbas, comme je tiens à remercier vivement l'équipe technique de la station de la télévision de Constantine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.